Nous sommes réunis pour la session ordinaire du Conseil du 8 avril 2025. Donc, nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe-Algonquin et que la municipalité de Chelsea reconnaît l'importance d'utiliser un ton poli et respectueux en tout temps envers tous et de s'abstenir de propos incivils. En ce sens et selon les dispositions législatives à cet égard, les sessions du Conseil doivent se dérouler avec politesse, calme, respect et dignité. Donc, au niveau de l'ordre du jour, nous avons deux ajouts. Donc, il s'agit de l'ajout 6.6 C ainsi que 6.7 D. 6.7 D. Donc, avec... il n'y a aucun retrait, Madame la DG? Non, monsieur. Parfait. Donc, avec ces deux ajouts, il est proposé par le conseiller Dominique Labrie, appuyé par le conseiller Christopher Blais, et résolu d'adopter l'ordre du jour. En faveur? À l'unanimité. Merci. Donc, le rapport du maire, étant donné que le dernier conseil a quand même eu lieu à la mi-mars, donc ça laisse un peu moins de temps là, pour ça. Au conseil de mars, j'étais assez fatigué. Donc, j'aimerais m'excuser au niveau de certains membres du conseil, puisque lorsque j'ai parlé du plaisir d'hiver, j'ai complètement oublié de mentionner que lorsque j'ai débuté en ski, j'ai été accompagné de la conseillère Kimberly Chan, ainsi que le conseiller Christopher Blais. Mes excuses, ainsi que les activités qu'il y avait au parc de Farm Point. Le conseiller Labrie était aussi présent là, à l'activité avec la conseillère Jane. Donc, de mémoire, j'avais juste mentionné là, la conseillère Jane. Donc, plusieurs membres du conseil étaient présents là, lors des festivités. Je n'ai oublié d'autres. C'est bon? OK. Parfait. Donc, j'ai participé la semaine dernière à deux belles levées de fonds pour notre communauté. Mercredi, il y avait une levée de fonds au restaurant Les Fougères, organisée par M. Rob Orange au bénéfice de la maison Libérelle. Donc, ça a été une super belle soirée, et avec un encan silencieux et tout. Puis, 35 000 $ ont été amassés pour la maison Libérelle. Par la suite, samedi, il y avait aussi une levée de fonds pour la Fondation Santé des Collines. Donc, c'était le bal Mascarade qui se déroulait au centre communautaire de Wakefield. Et 30 000 $ ont été amassés lors de cette soirée. Donc, je tiens à remercier tous les contributeurs, dans le fond, pour leur grande générosité, ainsi que merci aussi aux organismes d'avoir fait ça, et surtout aux nombreux bénévoles qui ont permis d'amasser en quelques jours 65 000 $ là, au milieu de notre communauté. Donc, il y a eu aussi à la bibliothèque au cours des dernières semaines le mois des auteurs. Donc, merci à notre bibliothécaire, Amélie, ainsi que Samuel, pour l'organisation, dans le fond, de toutes les activités qui ont été faites à la bibliothèque. Il y a eu aussi deux belles soirées pyjama avec plus de 200 participants. Des groupes scolaires sont venus, les CPE. Et surtout, un gros merci à Mme Rosalind Burns de la Fondation Lee Cross, qui était là tout au long là, des activités pour soutenir aussi notre équipe et soutenir aussi les jeunes et les auteurs qui sont venus présenter aux enfants et aux familles. Donc, thank you very, very much for Madame Rosalind Burns from Lee Cross Foundation for her generosity, and it's been like many years now that she's been supporting our local library with the Author Month. Nous avons eu une rencontre avec les commerçants. Donc, l'équipe de la direction a eu une rencontre avec les commerçants
afin d'échanger. Et lors de cette rencontre, les membres de la MRC des Collines étaient présents, ainsi que le directeur général de la Chambre de commerce de Gatineau. Donc, ça a été une belle matinée pour échanger avec nos commerçants et discuter aussi là, de plusieurs aspects. Il y a un café avec le maire la semaine prochaine. Donc, ça continue de bien aller. Je remercie beaucoup les gens qui s'inscrivent. Donc, il reste encore quelques places pour le prochain café avec le maire la semaine prochaine. C'est toujours, dans le fond, le dernier jeudi du mois. So, Coffee with the Mayor, it's always the last Thursday of the month, and it's in the morning. So I welcome you to register, and the email to register is mairie@chelsea.ca, and we can find a spot where you can come and exchange. So it's a 30-minute time frame where we can exchange, and it's coffee with the mayor, but I also have tea. So c'est ça. Donc le dernier point que j'aimerais faire, c'est au niveau des abris d'hiver. Au cours du conseil du mois de mars, la période de questions, les gens sont venus. Je sais là, on est déjà en avril, donc la date, selon le règlement de 2005, c'est le 15 avril. Toutefois, on vient de recevoir une tempête de neige. Là, on a reçu 15 cm au cours de la nuit. Donc, les membres du conseil, la direction générale, tient à mentionner que le délai, dans le fond, avant de mettre en application le règlement, est repoussé d'1 mois. Donc, le tout va aller au 15 mai. Il y a eu aussi l'information qui a été partagée aujourd'hui avec la plateforme Pivot. Donc, j'invite les gens aussi à s'inscrire à Pivot pour avoir des petits rappels comme ça, là, des gentle reminders sur différents aspects. Donc, il y a eu un rappel qui a été fait avec Pivot. Je remercie le département des communications et la direction générale d'avoir facilité le tout. Mais c'est ça, donc, une pause, 30 jours de plus pour être capable de défaire le tout, puisque c'est ça, à certains endroits, surtout la partie nord là, des bâtiments et tout ça, il y a encore beaucoup de neige et de glace. Donc, on comprend le tout. Donc, c'est ça. So, for the car shelters, like Abri Tempo, we will push the date. Instead of April 15, it will be now May 15. So we understand that we just had 15 centimeters of snow last night. So it's we are still in a wintry condition, even though it's spring. So rest assured that nothing will be done or applied. The bylaw from 2005 won't be applied until May 15, and also I suggest that you register on Pivot to receive all the latest information regarding some elements like this. So today there was a reminder sent to all the residents who are registered for Pivot. Donc ceci met un terme au résumé du maire. Donc, on va maintenant passer à la période de questions. Oui, monsieur. Oui. Nous avons 2 questions aujourd'hui. Monsieur Saint-Denis. Hello. Hello. So I was here at the last meeting, and I was asking for some clarity on why you raised my fee from $30 to $750 for a tiny little one-spot place that helps me get my municipal taxes paid. I was promised an answer by April 1st. I don't know if you guys read the letter that I got, but it basically reiterated what you have said all along, which is we've decided that we're going to charge that fee. Now, I want to know why. I want to know what the fee represents. I want to know how you could possibly have come to that decision. And I would like to know if you are going to continue charging that egregious amount of money, what do we expect to see from them? What does it pay for? What does that
money financing. And I want an answer today. You can't just, you told me that by April 1st, you would have an answer, because you guys would get together and discuss it and come up with a proper answer. This is not a rocket science question. Madame la DG, on s'est engagé de donner une réponse à monsieur pour le 1er avril. Est-ce que la lettre a été envoyée dans le Oui, fond? monsieur, mais ce que je comprends, monsieur veut plus de détails que ce qui est écrit dans la lettre. Oui. Il veut comprendre exactement le détail de pourquoi les frais. Donc il veut aller au-delà de ce que la lettre en fait a mentionné à tous les résidents, monsieur le maire. On peut le faire aujourd'hui. Okay, but maybe if the director general can answer some of the technical questions regarding your question Each of you made a decision and on you what it voted on represents it. and all that, Pardon me? on what it represents. So the director general can give you some information regarding that. Okay, can you tell me why you made the decision? An instant. No, this is a question period. You're asking your question, and the question has to be directed to the mayor. Okay. And then if I have some information, I can give it to you, and I can also ask our director general to provide some information. Okay, well, clearly she wasn't able to. It's been a few months now. The very first time these questions have been posed to this group was on the virtual meeting, and it's just been sidestepped. Well, it's something about long-term rental, short-term rental. If the answer is that to dissuade people from having a short-term rental because you have an issue with long-term rental, first of all, I'm trying to figure out how much gentrification is going on around here by all the development. Is like there's all kinds of places for people to have long-term residences. You have 65 permits only, and you've got how many thousands and thousands of people that come up to this region, and there's no place to stay. You're sending the money back to Ottawa, back to Hull. I have one little spot. It doesn't impact the long-term rental, the 65 permits that you've given out. So I'm sure there's an answer that's pretty clear and pretty succinct that you should be able to give me. And that it's not coming forward, there's a big disappointment. I don't feel I should even have to have been here. I thought, you waited till the 31st of March to send that letter out. I was dumbfounded. This is not some big science project here. This is a very simple question I'm asking. Yes, we have, thank you for your question. Yes, we have only about 60 permits. And the reason for that is that members of council, when the province of Quebec gave us the opportunity to come with a permit, that's what we decided to limit in some zones to prevent the spread of short-term rental at large everywhere, because the province of Quebec was allowing it everywhere. And since we are, border to Gatineau and Ottawa with the Gatineau Park and all that, we wanted to protect the housing for our own community, and not to have some real estate, let's say, people who come and buy multiple units and then just rent them. So then, just like many areas in the world, they just lose their core housing for their own community. So recently, the city of Montreal totally stopped short-term rental from September until June. So it's now, it's not possible. So for us, it's kind of to go in the mix and try to balance that. So yes, we want to allow it, but only in some areas, and prevent a full street to be a short-term rental. So that's why there's only 2 per zone. And then for the permit, the thing is that the $30 was, it's an error from our part.
it should not have been possible to have a permit for $30 because it's way lower than what the costs are. And there was an article in the lowdown also regarding that. So if you go to La Pêche, it's $750 to just to make a demand. And the permit in Cantley, it's $500 and also $750 in Val-des-Monts. So Chelsea, we just looked at what was done also within our own MRC, and we went with with that amount. And on that is that the person who has a permit for short-term rental can operate a business without a business permit, without a business zoning, without a business requirement for fire and all that, because they are still in residential. And also from our municipal department, there are also many requirements for the staff to be able to check with the Quebec CETQ, which is the tourism office in Quebec, just to make sure that these short-term rental permit holder are actually registered and are still, renewed and all that. So we have to do that. And also our staff, they have to file in all the paper and then also go on site. And also there's the collection of the garbage recycling and compost that can be also enhanced by having short-term rental in some houses. So the fees are kind of the Director General can maybe have more precise information, but the fees are much higher than the $30 that they were at first. China, je sais pas si tu as des éléments additionnels à rajouter. Basically, what the mayor said is true. The time that the employees are spending on those files are way higher than just $30. So it wasn't really covering the time that they're spending on those files. We can send you more details regarding exactly what time is spent. It might not come up to the 750, but it's really close to that amount. And we send it to I'd you. love to see that because Yeah, we'll send it to you by tomorrow morning. it seems completely outrageous to me that it would jump that quickly without even giving a proper conversation or notice. I got my first notice December, I think it was December 15th, that I had to pay $750 on January 1st. Yes. That's like, a shock to the system. It's rude, Yeah. and I appreciate that you pushed it back. And that this 1 year, you're split it in half, fine. Exactly. It's still impacting, our household is one of the 40% of Canadians that are living paycheck to paycheck. So this is a very tough pill to swallow. Yeah, and I truly acknowledge the fact that we should have had a meeting prior to sending all the letters to inform the permit holders of this new change instead of just sending a letter. And we take note of that for better communication in the future. So this council and also the Director General, we are sensitive to that, and we are sorry for having just sent the bill instead of just some explanation and some discussion. But unfortunately, we can't go back, but we can improve the future. And yes, so this year it was split. The date, I believe, it's April and July, if I'm right. Madame la DG, April and July? I think so, yes. Yes. I think it's July 1st. July 1st. Yeah. Okay. Okay, thank you. Madame Jennifer Hayes, please. Good evening, bonsoir, Good evening. Louis Papineau.
My question or issue is regarding the Village de la Rivière, which I understand that you will be voting on part or the beginning of this project this evening. And I want to know if any of you have walked this land. It's like walking on a wet sponge. That's the best way I can describe it. I want to know if any of you have walked on it or are familiar with Is it. that your question for the question period? Pardon? Is that the question for the question period? Or That was the beginning, and then I just had, I had a few points, like the larger point. Because residents, it started in 2019, we were asking for information, studies, reports regarding this development, and I know that was the previous council, I understand that, and I understand that it was before it was the previous master plan, and I know, so it's stuck in between, and that creates more problems. However, have to deal with it, right? So finally, one of the residents did receive a response to an ATIP request, and it refers to preliminary reports. And I'm thinking, how could you be making a decision like this? Maybe you have other reports that the public is not aware of, but it keeps on referring to preliminary reports. And then more recently, I received an email from the DG, which refers to a survey's report, but no details about the surveyor's report, that it says a surveyor's report. Well, is that the final? I was understanding that there should be a final report from Ministère de l'Environnement du Québec, so the MELCC. So it just, we come to council, sometimes I think you think that we're coming to bug you. It's not that we're very concerned citizens, and we do our own research about, like, we're concerned about a development that's on a wetland marsh area. It's like surrounded by marshy area. Landslide zone because there's that mountain and the rock face in behind. That's why I was asking if any of you had walked it to actually see, if you're going to be voting on this, to actually see the situation. It's not that we're trying to, make trouble. It's just we're looking at the situation and looking at the facts and saying, this does not look good. I sent you, I don't know whether you've had time to read your emails, I sent you 3 recent maps because there's been a problem with the Quebec, the flood maps and so on, but I did send all of you 3 maps. One is, and it's just from fall of last year, it's the Flood Susceptibility Index, and this de vulnérabilité aux inondations, je suis presque à la Okay, and deuxième, c'est carte interactive des milieux humides du Québec, and territoire de l'Outaouais, and what's the date on this one? That's 2022, and then Ducks Unlimited, and that's an overlay that my husband did. It's une carte géomatique, overlay, je sais pas le mot en français, avec le plan de développeur and carte de Ducks Unlimited. So ça vous donne une bonne idée de la situation. Anyway, so I can vous donner ça, and you do those 3 maps. And then, so my question is, about council making a decision without having complete information, or how much information do you have? And can you do this before these provincial flood maps are available? I understand from my carrière that they may not only be now available until January, so they keep on pushing it back. So that is important, really important for council to have this information that we've gathered, especially the one just from the fall. And it's also my understanding that if you're building on land that... no, this is the last, it's a different class, okay? It's part of that last part. With land that's soft like that, and you've got shifting soft ground, you get problems with, basement flooding, cracks, and then you end up with, insurance problems and mortgage problems, and municipality certainly doesn't want that. So, and then citizens end up paying. So that's what I wanted, to bring and to ask, are you aware of these issues?
That's, that's my question, that's what I wanted to know, how much knowledge the council has when they're making an important decision like this to go forward on a project. That's what I'm asking. Yeah, thank you very much for sending us, additional maps with the flood susceptibility index, Ducks Limited, and all that. I have the email in front of me right now. And since the council passed the resolution for this project, and I believe was in August at the Farm Point session, if I'm right, I would say that the 7 members of the council asked many questions to the Director General, and we also received many answers, and then we asked subsequent questions, also some being the same as some residents of the municipalities, some being different, but on this we asked many questions. And one thing that comes as like from all those questions, and even today we received more technical answers, is that all the municipal bylaws have to be followed, and also in the resolution here tonight, there's also some elements indicating that all the provincial and federal bylaws have to be respected by this. The road that is projected is outside of the les marges de recul, c'est quoi? The setbacks from the identified wetland. I also read all the documents that we received with further information on this, and the biologist went on the land and did a thorough analysis, almost like turning every stone. But they did a very thorough analysis of all the area. At first, it was planned to be 11 houses, and now they are down to 8. And all the land, let's say, bordering the Voie Verte will not be developed, because there's a 150 meters radius around c'est quoi, c'est le septic pond, là, let's say the Bassin de décantation. the bassin de décantation. I don't have the translation right now, sorry, but yeah, the Farm Point sewer plant. There's now we ask 150 meter radius around that for further need for the municipality. So because this year we are supposed to start the PPU at Farm Point. So following that, what will be envisioned for the PPU at Farm Point, we'll go through that process. But considering all that, there were very many questions from members of council, even staff. There was exchange with the Ministry of Environment, and for the creation of the road. The thing is that the road will be narrower than, well, it will be a municipal road, but the Ministry of Environment says that c'est quoi, c'est 60 mètres de largeur, je pense, et puis 300 mètres de long. It's so if the road is longer than 300 meters in that zone, it
cannot be done, but here the road will be shorter and also the width. So all those criterias come under the guidelines of the Ministry of Environment. Just s'il y a d'autres éléments techniques, maybe Madam Chan from the president of the CCU can add some element, or the Director General. But I just made a little summary that everything that needs to be followed by the developer to create the road, and also put 6 houses, and all the buildings will be outside of the setback from the wetland. But how about the Madame la flood maps? DG, est-ce qu'il y a d'autres éléments, dans le fond, qui sont importants à préciser pour Madame Hare? Pas qui viennent en tête là, mais comme vous avez dit, tous Parce qu'on a eu les règlements et choses ont été suivis. Il y a tellement de Juste un instant. Des dizaines de courriers que les élus ont envoyés aussi à l'administration. Oui, mais maybe I can ask that question to the person responsible for the environment in the municipality and get back to you. But as the mayor said, everything that is needed and required is going to be respected by the developer also for this. Let me just be assured of that. It seems that there's an awful lot of issues with this development. You don't have to wait I wanted to know why Yeah. you wouldn't wait for the And- provincial flood maps. Okay. And Councillor Chan can also add a few elements. So in addition to kind of everything that's already been discussed and all the questions that have come in over the last few months that have been answered, and like the mayor said, that everything is in line like it has to be with municipal bylaws and provincial laws. The question on the ministry has promised to revise the old maps and produce new ones by 2026 or 2027. So by law, what we follow at the municipality is, and this is the technical answer that we got from our urban planning department, when new flood maps or landslide maps are published and provided by the province, so as soon as they're made official, they are immediately included in our municipal regulations and applied accordingly. So there's no delay. In the meantime, the municipality cannot deny a project near or outside a risk zone on the fear that they may be at a later date identified in such a risk zone. So at the time now, all of the new flood maps that have come out, I'm not sure when they were, maybe in the fall of 2024, some of which you provided. And on that site, somebody sent that website that I had to look at today. So those are included as soon as they're published by the Quebec government. Those are taken up by all municipalities into their bylaws, so this project meets that. And the second part, I think that was mentioned quite a few times, and we got the answer about the road, like very specific. So I'm going to paraphrase, but I have it here. The reason, so the permit is not required by the province to build the road because it is, the road is not 300 meters in length, it's under 60 meters. So there are these laws, I guess, that you're aware of, that because only a small portion of the beginning of the road is in the floodplain, a permit isn't required and they're allowed to build the road that will then go uphill to the rest of the development. And there are many other, I mean, we have pages and pages of answers to technical questions that we could read through, but from my understanding, I don't know if there are others, but from the emails we received, those were kind of the two main questions that had come in. And as the mayor pointed out, the project, after the surveyors, the biologists have gone on site, which is a requirement by the municipality and the province, so it was all surveyed, because even the maps, when you look at them, you have to go on site to really determine where the lines are. Everything is fully respected from what is being proposed, or what was proposed by the developer. So I don't know. Okay, yes, thank you, and that's what I had. Anyway, but the reason that I asked at the beginning, have you walked it? Because it'll give you a sense of, oh my goodness. I've walked it many times lately, so. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Mrs. Hare. C'est tout? Parfait. Merci. I have a question that I emailed you yesterday, so I should Mais be là, c'est on the parce que list. la dame n'est pas enregistrée, par exemple. Which, I emailed it to you Oui, and to all of c'est the pas councilors enregistré. yesterday. what's Oui, your alors, name? il faut le Margot regarder. Seymour. Non, non, mais c'est pas demain, ça marche, là. Non, juste un instant.
J'ai une question pour Monsieur le greffier. Une question électronique est répondue électroniquement. On ne peut pas poser une question électronique, pas s'inscrire à la période de questions, puis ensuite arriver à la période de questions de façon impromptue. Là, je fais juste... Je comprends. c'est juste que là, on a une procédure, parce que sinon, les gens vont venir de façon impromptue, à tout hasard. Did that Just an change instant, just a minute. I'm having a discussion with our greffier. Monsieur le maire, c'est que évidemment il faut s'inscrire à la période de questions. S'il y a des questions qui sont envoyées de façon électronique, effectivement, à moins que la personne ait demandé à pouvoir lui poser sa question en séance du conseil, il faut quand même. Je pense que c'est pas obligé qu'on pourrait électroniquement qu'on pourrait répondre. Maintenant, est-ce que vous, les membres du conseil, ici, là, êtes d'accord pour que le citoyen puisse poser sa question séance tenante, ça pourrait se faire. Okay. Donc, it's just that we have a process, so it's just technical. Donc, est-ce que les membres du conseil acceptent de recevoir la question de Madame Seymour, ici présente? Oui. Parfait? D'accord. It's just to be technical, because if we don't follow a certain process, then council will become, all like a zoo, because people will come in out of one door and then the other and just say, yeah, I have this to say. So it's just a procedure, and it's just that. So we can always ask the members of council to déroger of those that code de régie du conseil. So it's okay. So you have 3 minutes for your question. Sorry, before the timer starts, I apologize. I didn't realize the policy had changed. No, it did not I change. emailed yesterday to register for the question period and clearly said it was a question period, as many of my neighbors have done. But Okay. going forward, I will take that into consideration. And I'm remembering at the December meeting, someone who had emailed in a question who wasn't even present was on the list. So I thought I was following proper protocols. Okay. No, perfect. Okay, so thank you for letting me ask my question. I am wondering what will happen to these 8 lots if the new floodplains come out and they have been sold to people, and the new flood zone maps show that some of the sold lots are in the flood zone. Or, for example, Lot I on the recent maps that we've looked at, the Ducks Unlimited maps show that there is a wetland in that area, which doesn't seem to be acknowledged by the surveyor. So I'm wondering what will happen, especially since we are in this situation where we're in an exceptional time. And we, as Chelsea, since 2020, has been claiming that because there was no flood in Chelsea, luckily, or minimal flooding in 2017 and 2019, that it's not a flood zone. And the Ministry of Environment took Chelsea's word for that, but that's based on Hydro-Quebec policy, which I hope never needs to change, but without assurance that they can hold back the water as they do every spring and artificially lower our water, we're on very shaky ground. And so I'm wondering what's going to happen if that changes with the new maps. Je sais pas, là, il y a tellement d'éléments, je suis comme un peu perdu dans plusieurs des éléments. Là. C'est parce que là, Nous, on se base sur les règlements actuellement en vigueur, pas les règlements c'est qui ça. vont entrer en vigueur plus tard. Quand il fait sa demande maintenant, on doit se penser par rapport aux règlements qui sont en vigueur en date d'aujourd'hui. C'est vraiment ça que nous, on doit considérer.
Maintenant, le reste sont des éléments, en effet, qui peuvent venir influencer un peu les élus. Mais le promoteur ou les gens qui font les applications ont le droit d'être entendus ou d'être leur dossier soit traité en fonction des règlements en vigueur aujourd'hui et pas dans 1, 2, 3, 4, 5 mois. So just like Councillor Chan mentioned to Madam here, so the municipality has to apply the bylaws that are active right now. And we understand that the province and the federal keep upgrading some of their bylaws, just like we are also as a local government. And when those new bylaws are in effect, federal and provincial, the municipality automatically, when those bylaws become official, we have to then consider them and use them at the same moment as they are active. But all the file here was analyzed with all the bylaws that are required on this day, and not next year or in 2 years, but we have to consider that. And also with the regarding to Hydro-Québec, Chelsea doesn't have any power over Hydro-Québec. So you just said that they changed their mind because of us. It's the first time I hear that. I wish it would be nice, but The unfortunately ministry, I'm it's. talking about the exception to the flood maps that came out Okay. in 2019. That's from the Ministry of Environment. Okay. And then Hydro-Quebec. That's who is going to have the power if we have the big storms. Okay. For Hydro-Québec, and after that I'll pass the parole to Councillor Chan. She has some elements to add. But for Hydro-Québec, remember 2 years ago when they did a lot of work on the dam here in Chelsea, they had to lower the water a lot, and that lasted like a whole winter and part of spring because they wanted to repair all the, let's say, the overflow. So it was extensive work, and we raised those questions. We said like, in Chelsea, if you flood gets snow, Chelsea, we are next. And they said that by flooding Chelsea, it would put a tremendous pressure on the two dams, and that's something that they don't want because those are over 100-year-old dams. They are still in very good shape. Some work was done for repair, but so that's why they keep the water lower in Chelsea when we have these high spring volume of water. So the way that they work is that they lower our part of the river to allow the water push from the north coming here, and then regulate, and then lower again, and then gradually let the water flow to get snow. But so it's also a way to preserve. The risk zero doesn't exist anywhere beside the water, but it's just that those are very technical element that the team at Hydro-Québec shared with the municipal staff over the last years when they had a lot of work, and we basically had weekly meetings with them back then. Donc, je vais passer la parole à la conseillère Chan. I just read the answer because exactly what you just asked, we got the answer to already. So as we already stated, like right now the municipality's role is really to ensure that the entire project complies with municipal, provincial, and federal laws and regulations at the time of when the application is submitted. So in other words, the current Travaux Municipaux agreement, which is what we're looking at tonight in the resolution, should be analyzed and approved if it meets current regulations.
If regulations evolve, and this is the question that you've been asking, if regulations evolve in the future and parts of this subdivision become unbuildable, for instance, and they just provided kind of an example, for instance, if the area is recognized as part of a new flood zone, which is exactly what you had asked, then those building permits will be denied accordingly in the future. So when someone, like either if it's the landowner or the developer or the actual, if the lots are sold off, let's say individually, and they come and they put in their request for a permit to build on a certain lot, that is again analyzed in real time. And if anything has changed, then it's assessed against that new information. So they say if an area at that point, let's say hypothetically, is recognized as part of a new flood zone, then those building permits would be denied accordingly. So this first project, like the agreement that we have for the subdivision plan, would go forward with the portrait of exactly at this minute of what things look like. And we know we took into account that the new floodplains have already been incorporated into the municipal tools. But then in the future, every one of those houses will come back for a building permit, and they will be reassessed at that time against whatever is in place at that time. So that's, and I think, was there anything? So for now, the project, we are told by our experts, for now, the project as presented and intended fully complies with current regulations. And then in the future, for each of these individual permits, we'll see what it's weighed against to see if the permits can be allowed under current regulations. That's kind of what you were asking? Yeah. Yes. Okay. And it makes it clear, of course, it's a tricky situation for all of you and all the staff. Where I live, neighbors on this land, and I moved here in 2019, and at that time it was made clear that I was in a flood zone, a 20-year flood zone, based on the old system. And if my house ever burnt down, I would not be able to rebuild it. And so now we're in this in-between time where, because of Hydro-Quebec's policy, current policy, which I hope lasts forever, but might not, we didn't flood in 2017, 2019. And if the news about the new flood maps is telling us that the flood zones are going to be expanding by 30% or 40% in some places, I understand that we're doing everything based on what is written on paper right now, but we're setting up potentially a project that we're building a new road to somewhere. If people don't buy the properties fast enough and get those permits in, then only 2 or 4 houses might be built based on where the flood zone might be in the future. And then in 5 years, we look back and we say, oh, well, that developer never would have developed this land or built that road because it wasn't financially viable. It's a very unfortunate place to be. And I wish there was a way that we could do better for potentially the people who buy that land for $300,000 thinking they're going to build their dream home, and then 2 months later the flood maps come out. Yeah. But like I said to Madam here, members of council for the last 6 months asked many questions to the Director General. Yeah. And questions, sub-questions, and yeah. So could council Yeah. look at the drafts of the maps to reassure themselves that this is not going to be a mess looking back in 5 years? Because they exist. You know, there's news articles about the drafts in Montreal. Like, I haven't been able to get copies of the drafts, but I wonder if Chelsea Council or the MRC could ask where the maps are at, because they're close. And they even said in October they were going to be doing consultations, and somehow it didn't happen for you. But if Chelsea, the MRC, reached out and wanted to see what they were thinking, and if I'm wrong, and if they're going to say, okay, Hydro-Quebec policy means that will never be a flood zone as far as we can see into the future, then that's great. But it makes a lot of us very concerned that
no one's seen the drafts of those maps. And I think there's a good chance that you have the power to see those drafts, especially because the Ministry of Environment said they were going to do consultation. Thank you. Madame la DG, vous vouliez ajouter un petit quelque chose? Monsieur le maire. OK, par rapport. OK. Thank you. Merci. Il y a une question, monsieur le maire. Donc, adoption des procès-verbaux. Il est proposé par Dominique Lebris, appuyé par Kimberly Chan, et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2025 et celui de la séance extraordinaire du 25 mars 2025 soit et par la présente adopté. Conseiller Valenté, je n'ai pas pu vous prendre parce que sur le deuxième, vous n'étiez pas là. Fait que c'est juste, j'ai vu votre main, là, mais c'est juste pour ça. Donc, en faveur? À l'unanimité. Merci. Dépôt de documents. Donc, dépôt de la liste des paiements du 18 mars 2025 au montant de 1 152 534 et 20. Amendement budgétaire mensuel de février 2025. Dépôt du procès-verbal du comité d'urbanisme du 5 février 2025. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire du 23 janvier. Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution numéro 371-24, adoptée le 3 décembre 2024. Dépôt du calendrier des rencontres pour janvier et février 2025. Parfait. Donc, ça, c'est les dépôts de documents. Maintenant, un règlement, donc 6.1F. Oui. Je voulais savoir si on pouvait renverser pour le projet de la rivière. Ah, oui, c'est vrai. Donc, la résolution, c'est 7.6F, c'est ça? Donc, une demande pour modifier, dans le fond, l'ordre de lecture des résolutions. Donc, est-ce que les membres du Conseil acceptent de devancer l'item 7.6A à l'ordre du jour? Oui. Oui? Parfait. Donc, 7.6A. C'est à la page 197 de nos documents. Donc, autorisation de signer une entente relative à des travaux municipaux, projet Village de la Rivière. Donc, attendu que le propriétaire du lot 3 031 980 au Canada du Québec, propriété également connue comme étant située entre le chemin Carman et le chemin de la Rivière, a obtenu l'approbation par la résolution numéro 50-20 d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour la construction d'un chemin municipal. Attendu que le projet doit faire l'objet d'une entente relative à des travaux municipaux. En conséquence, il est proposé par la conseillère et le conseiller, Sybelle Wilson, appuyé par la conseillère Kimberly Chan. Et résolu que le préambule CO soit partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil approuve en vertu du règlement 725-08 sur les ententes relatives à des travaux municipaux, l'entente relative à des travaux municipaux suivant la résolution numéro 50-20 et concernant une partie des lots 3 031 980, 3 264 899, 3 265 284 et 6 323 415 du Canada du Québec, conformément aux dispositions de l'entente relative à des travaux municipaux intitulée Projet Village de la Rivière, phase 1 et 2. Donc, dans le protocole, ça indique que, dans le fond,
toutes les réglementations en place, les réglementations municipales, ainsi que toutes les lois fédérales et provinciales doivent être respectées dans ce qui s'applique ici au projet. Questions, commentaires? Conseiller Ladry? D'abord, tout simplement vous dire, je suis mal à l'aise avec ce projet-là. Je pense que comme tout le monde voit qu'on est pris avec une réglementation changeante, puis beaucoup d'incertitudes quant aux zones inondables. C'est un malaise. Puis moi, le bout qui... En fait, on n'a pas à se prononcer tant sur le plan d'implantation du quartier en général que ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est le chemin, les deux chemins essentiellement. Moi, je suis assez mal à l'aise de permettre un chemin qu'on sait qui va être dans une zone inondable. Je comprends que ça respecte le règlement du gouvernement du Québec, mais pour moi, une entente avec les développeurs, tout se négocie. Je parlais des urbanistes, ils vont expliquer que certains vont plus loin dans la négociation avec les développeurs. Puis on le fait nous-mêmes. Lorsque cette entente-là prévoit qu'il y aura une certaine distance face au bassin et qu'il y aura un mur pour protéger des odeurs, on le fait, on parle dans l'entente d'une barrière, un mur écran pour les voisins, on le fait pour le projet devant le bureau de poste. Donc, il y a certaines choses qui peuvent être négociées. Et moi, j'ai l'impression qu'on aurait pu en faire plus pour immuniser le chemin en cas d'inondation. C'est mon premier point. Donc, oui, on respecte la réglementation, mais on peut aller au-delà. Développement étrange, on dirait. Je n'entrerai pas là-dedans puisque ça ne fait pas l'objet, mais moi, ça m'étonne qu'on construise des maisons si près d'un bassin de décantation. On a eu des problèmes dans le village, puis on s'apprête à recréer ça. Ça me paraît bizarre. Et puis, il y a beaucoup de questions qui ont été posées par les citoyens qui auraient pu être répondues si on rendait public les études. Parce qu'il y a quand même, le conseil, on a quand même pu voir qu'il y a un travail extraordinaire qui a été fait derrière, au point de vue environnemental, écologique, tous les types de couleuvres et de grenouilles ont été étudiés. Ça fait partie du dossier. Et ce sont des données qui appartiennent aux développeurs. Depuis longtemps, je plaide pour que ces documents-là soient rendus publics et qu'on demande aux développeurs de s'engager à le faire dans le processus de négociation. Et ça aurait pu, il me semble qu'on aurait été mieux servi au point de vue de l'acceptabilité sociale si les plans de vie, il y a vraiment plusieurs études derrière que malheureusement le public n'a pas, qui auraient pu permettre de les rassurer. C'est ma vision du vote de ce soir. Donc, on aurait pu en faire plus pour essayer de minimiser l'impact sur le voisinage, l'éclairage. On ne négocie pas, ça va venir plus tard. La question de la coupe d'arbres aussi. On aurait pu, là on voit le tracé du chemin là, quand même, mais il me semble qu'on aurait pu être plus directif quand même. Merci d'avoir partagé votre vision. Parfait. D'autres questions, commentaires? Conseiller Chan? I think it's an interesting question, and I fully understand residents coming here, and I appreciate the implication, really, of kind of, I can only think of the German word, but of caring for the municipality and for Chelsea in a way, and especially the environment, to ensure that the way a private landowner is building on their lot is respecting not only kind of the bylaws and laws in place, but also the neighborhood and kind of the integrity of why people live in Chelsea. Because Councillor Dudley mentioned vision, I wouldn't talk so much about vision, but for me, I think it's really important when you're a member of council, and especially because my background is regulatory,
regulations and laws are in place to give a predictability and a transparency. So you would come in as a regular resident and you'd be looking at finding a piece of land where you'd like to build 8 houses. And you go around and you know that the regulations in place, of course, there's always risk factors for, like we talked about, flood maps changing or landslide zones changing. But as somebody who's looking to build 8 houses on a piece of land, they make their decision based on that regulatory framework, which needs to be transparent and needs to be predictable. So for me, that it really is important, and Councillor Dudley says we can go above and beyond, but there's also an element of fairness, and I don't even know how much above and beyond, because honestly, from all the questions and answers and pages and pages and pages of answers that we've received on everything we've asked, which is our job, everything is being met. And so this private landowner is coming, is respecting all the laws in place and going to build based on that, even to the point where they're losing 3 houses, right? 3 houses that they had planned to build. So I think that is something that's really important, that as we sit up here, we really hold in place, that residents know that when you purchase a piece of land and you'd like to build something, that a council is sitting here and is going to approve a project based on the laws in place and not trying to go find something else and do something else and do something else, because to me that is not the role of council, and that would actually erode the predictability and transparency of the importance, which is important in a regulatory framework. So I appreciate that. Honestly, the municipality has done a really, really good job at being very thorough on this project. And again, with, of course, I think, on a parlé des documents, des études qui ont été faites du propriétaire. Comme dans tout projet, c'est des documents sont privés. Ça appartient au propriétaire. Il y a un élément là, aussi prescrit dans la loi, où est-ce que ça reste avec le propriétaire. Et de mon côté, je respecte. Je sais que couramment, avec tout ce qui est passé depuis la COVID surtout, il y a une érosion de trust, de confiance dans nos institutions. On a essayé au cours des années, depuis qu'on est là, surtout ce conseil, de rebâtir la confiance. Ça, c'était de ma part quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Je parle tout le temps avec les résidents, j'essaie de répondre à toutes questions. On essaie de rebâtir vraiment la confiance, et dans ce cas-là, avec ce dossier, je sais qu'il y a toujours un élément où est-ce qu'on demande à la population de faire confiance à la municipalité et au conseil. Dans ce cas-là, je suis certaine que vous pouvez faire confiance. Et encore une fois, donc ça c'est ma position sur le dossier, juste pour l'expliquer, mais je vous remercie beaucoup pour l'implication que vous avez prise sur ce dossier. Merci. Conseiller Valente. Just a couple of comments. We've all put in a lot of time on this file. Like others, I went to walk it. We had some very good chats. I wanted to make sure, because our role is one of governance, process, and I thank you for sharing even the legal opinion, which is much appreciated. We shared it with the administration, and I've gone through it, and I got pretty much all of the answers that I need to sort of, like Councillor Levy said, we're in a phase where we haven't approved the actual building of the homes, but we're building the road. It's kind of almost counterintuitive to say we're going to build a road and maybe not have enough houses on it. You're absolutely correct. But that is the process. And as long as we're satisfied with the answers, we'll never have a vision zero on this, as you so aptly said. I can't, though I'm very uncomfortable with some of the things, the studies that I would like them to be public. It would help, as Councillor Levy says, it'll make people feel more acceptance and consensus and all that, but the laws are in place to say, well, he owns it, we don't own it. But anyway, I really feel for this, and I've seldom put all that effort into something, and it's been reassuring. I think the staff has done a really good job, very thorough. The agreement is well written. It covers all the bases, and that we'll always have the last word. So based on that and on the phase that we are at, I can't, in all good conscience, go against it. But I feel all of the things that you said and we shared. Okay, merci beaucoup.
Conseiller Blais, Wilson? Non, ça va. Je trouve que- Parfait. Donc, je vais demander le vote, dans le fond, sur la résolution. Donc, en faveur? Contre? Donc, en faveur de conseiller Valente, conseiller Wilson, Chan, Blais. Contre le conseiller Lévy. Parfait. Donc, merci beaucoup. On revient maintenant à la première résolution, dans le fond, 6.1A. Bon, adoption du règlement numéro 1338-25, emprunt décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt au montant de 1 416 700 $ pour financer les dépenses en investissement de 2025 qui ont été identifiées dans le PQI. En conséquence, il est proposé par conseillère Wilson, appuyé par le conseiller Blais, et résolu que le règlement 1338-25 soit et par la présente adopté. Questions, commentaires? En faveur? Oui, à l'unanimité. C'était une question ou c'était en faveur? OK, parfait. OK, merci. Avis de motion. Règlement numéro 1336-25. Règlement concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures d'équipements municipaux. Donc, la conseillère, le conseiller donne avis de motion. Conseillère Sibelle Wilson donne avis de motion lors d'une séance du conseil de règlement portant numéro 1336-25 sera présenté pour adoption. Donc ça, Madame la DG, ça va être au conseil du mois de mai, n'est-ce pas? Parfait. Merci. Le congé, c'est au mois de mai. Oui, mais pour le... Attends une minute, là. Pour adoption, oui, c'est ça. OK, oui. Donc là, le projet de règlement va être présenté au mois de mai, mais l'adoption, ça ira en juillet. Parfait. Ou juin-juillet. Juin-juillet. D'accord, merci. OK. Donc, merci pour ces précisions. 6.2A. Octroi du contrat pour l'achat d'un véhicule utilitaire sport électrique. Donc, attendu que suite à l'adoption du plan quinquennal de mobilisation, l'achat d'une camionnette électrique a été approuvé pour un montant net là, de 120 000 $, mais que lorsque les soumissions ont été faites pour le type de véhicule, donc le prix net est de 58 512,71 $ chez Hamilton Chevrolet Buick GMC. Du portage Ford était le deuxième soumissionnaire à 69 820,84 et Carl Ford était troisième soumissionnaire à 70 320,89 $. Puis ça ici, c'est pour des véhicules équivalents, selon les critères. Donc, attendu que le prix soumis par le concessionnaire Hamilton, Chevrolet Buick GMC, au montant de 64 459,56 incluant les taxes, est conforme. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Enrico Valente, appuyé par la conseillère Sibelle Wilson, et résolu que le conseil octroie le contrat pour l'achat du véhicule au montant de 64 459,56 à Hamilton Chevrolet Buick. Questions, commentaires? J'ai une question, je m'excuse, j'ai juste lu aujourd'hui qu'ils ont ramené les c'est pas des rabais, oui, c'est des rabais provinciaux sur les véhicules électriques qu'ils avaient enlevés au mois de janvier. Le roulis vert, non? Oui, est-ce qu'on est encore... Il n'a pas encore été acheté. Oui. Non, c'est pas encore acheté. Non, la Je transaction veux n'est juste pas encore faite. m'assurer, est-ce qu'il faut ajouter ça à la résolution ou ça va être fait Pour les verts, automatiquement? en fait, le contrat devait être, les enveloppes devaient être ouvertes la semaine dernière. Oui. C'est justement à la suite de l'annonce qui a été faite qu'il y a un des soumissionnaires potentiels qui avait posé la question de savoir si on prenait encore. Je
je pense que cette réflexion a été faite, donc dans la mesure où ça n'est pas sur le prix, il fallait reporter l'ouverture de son mission de 7 jours, donc c'est aujourd'hui que ça a été ouvert, donc je pense que cette résolution-là tient compte du programme pour les Verts. Parce que c'est justement à cause de ça qu'on a tiré l'ouverture des sources. Ok, parfait. Je voulais juste m'assurer que c'était pris en compte. Ça a été pris en compte, c'est pour ça qu'il y a eu un report de l'ouverture des sources. C'est un gros rabais quand même. Oui. Ok, Parfait, merci. Donc, conseiller Valente, conseillère Wilson. Donc, en faveur? À l'unanimité. Merci. 6.2b. Octroi du contrat pour la vidange, le transport et la disposition des boues à l'usine d'épuration du centre-village. 2 soumissionnaires, Épursol, pour le prix unitaire au mètre cube, taxe incluse de 94,50 $, ainsi que Hollis Canada, au prix unitaire au mètre carré, pour taxe incluse de 98,88 $. Donc, la soumission déposée par Épursol est conforme et recommandée par le Service de travaux publics d'infrastructure de la mobilité durable, tandis que la quantité de boue à vidanger est d'environ 2096 m3 annuellement, ce qui représente un coût total incluant les taxes de 198 072 $, incluant les taxes. Donc, en conséquence, il est proposé par le conseiller et la conseillère Kimberly Chan, appuyé par le conseiller Enrico Valente, et résolu que le conseil octroie le contrat pour la vidange de transport de la disposition des boues de l'usine d'épuration du centre-village au prix unitaire de pompage complet, dans le fond, de 94,50 m3, incluant les taxes, à la compagnie Épursol. Questions, commentaires? Oui. Mais juste pour préciser là, que c'est 200 000 par année là, de convoyage. C'est pour ça qu'on regarde l'idée d'upgrader l'usine permettrait là, de compresser cette facture. C'est atroce comme facture, là, parce qu'il y aura un vidange maintenant toutes les semaines. Il faudra voir si le business plan là, est OK. Là, mais, en effet, dans la vision, dans le fond, avec l'agrandissement de l'usine, c'est de mettre un déshydrateur debout. Donc, on pourrait non seulement déshydrater les boues qui sont présentement sur le réseau d'égout, mais en plus, être capable de réduire les gaz à effet de serre, dans le fond, pour le transport de vidangeage de toutes nos fosses septiques dans le milieu rural. Donc, le tout pourrait être traité à notre usine. Puis ensuite, c'est simplement là, on va dire les poudres, là, puis les boues séchées qui seraient transportées, réduisant beaucoup là, les frais puis les GES. Donc, ça ici, c'est le contrat, parce que présentement, on n'a pas encore la technologie en place. En faveur? À l'unanimité. 6.2c. Octroi du contrat et paiement de dépenses pour le remplacement du système de contrôle d'acquisition de données aux usines du centre-village, à même l'excédent de fonctionnement affecté au centre-village. Donc, attendu que la compagnie Automatisation JRT a soumis un prix au montant de 44 242,38, incluant les taxes, pour le remplacement du SCADL, le SCADA. Attendu que le service de travaux publics, infrastructure mobilité, avec l'aide de la firme d'ingénierie Tetra-Tech, ont procédé à l'analyse des soumissions reçues. La soumission reçue et que celle-ci est conforme et recommandée par ces derniers. En conséquence, il est proposé par le conseiller Christopher Blais, appuyé par le conseiller Valente, et résolu que le conseil octroie le contrat pour le remplacement du système SCADA au montant de 44 242,38 $, incluant les taxes à automatisation JRT. Donc, questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 6.2d, octroi du contrat et paiement des dépenses pour la réalisation d'une analyse énergétique au centre Méridite, à même l'excédent non affecté. Donc, ça ici, c'est avec le programme Solutions efficaces
de Hydro-Québec que cette étude est recommandée. Et même selon, dans le fond, les conclusions et ce qui pourrait être apporté comme optimisation au système là, pour, suite à l'analyse et avec Hydro-Québec, il y aurait même aussi là, un montant qui serait payé là, à même la subvention qu'on pourrait recevoir. Donc, au niveau des consultants, il y a eu 2 soumissionnaires, donc DWB consultant au montant de 19 833,19 ainsi que Boutiette Parizeau au montant de 20 982,94. Tandis que les soumissions sont, la plus basse est conforme et recommandée. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Sybelle Wilson, appuyé par le conseiller Valente, et résolu que le conseil octroie le contrat pour une analyse énergétique du centre Méridite au montant de 19 833,19 incluant les taxes à DWB Consultant. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité? Octroi de contrat d'expertise sur la problématique de colmatage des membranes de l'usine de filtration d'eau potable phase 2. Attendu que le CETO a soumis un prix au montant de 44 764,37, incluant les taxes pour cette deuxième phase, que l'analyse de soumission reçue est conforme. En conséquence, il est proposé par Dominique Labrie, appuyé par Enrico Valente, et résolu que le Conseil octroie le contrat pour les services professionnels nécessaires à la deuxième phase de l'évaluation des pistes de solutions de colmatage des membranes au montant de 44 764,37, incluant les taxes à Centre des technologies de l'eau, CETO. Questions, commentaires? Donc, ça ici, dans le fond, c'est pour aller chercher là, une analyse pour être capable de mieux nettoyer les membranes et avec la meilleure technique, puis aussi être en contact avec pas le fournisseur de membranes, mais bien les concepteurs au niveau des meilleures techniques là, pour bien nettoyer les membranes. Donc, en faveur, à l'unanimité. 6.3a, autorisation de dépenses et payées des achats de chlorure de liquide utilisés comme avocat pour 2025. En conséquence, il est proposé par la conseillère et le conseiller Dominique Labrie, appuyé par Sybelle Wilson, et résolu que le conseil autorise l'achat de paiement de chlorure liquide pour 2025 au prix unitaire de 0,4682 $ le litre, donc 46 sous, là, 0,82, pour un montant maximum net de 70 000 $ à Multiroute Incorporé. Puis ça ici, c'est avec l'achat de groupe avec l'UMQ. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Autorisation et paiement des dépenses pour les services professionnels d'ingénierie. Même l'excédent non affecté, une petite coquille, là, il manque un apostrophe. Donc, CIMA Plus a soumis des honoraires professionnels supplémentaires suivants au montant de total pour la stabilité du barrage au niveau de l'analyse supplémentaire, au montant total avec les taxes de 19 637,73. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Sybelle Wilson, appuyé par conseiller Blais, et résolu que le Conseil autorise le service professionnel d'ingénierie supplémentaire pour l'avenant numéro 1 au montant de 19 637,73, incluant les taxes, à la ferme CIMA Plus, SENC, et autorise des paiements à même l'excédent non affecté. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 6.6a, appui à la ville de Blainville dans le dossier de Stablex. Donc, c'est un appui à la ville de Blainville dans le dossier de Stablex. Puis, en conséquence, il est proposé par le conseiller et la conseillère Sybelle Wilson, appuyé par la conseillère Kimberly Chan, et résolu que le conseil municipal de Chelsea
appuie la municipalité de Blainville dans ce dossier, exprime son désaccord en regard au projet de loi 93 concernant le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville, réitère que les municipalités sont des gouvernements de proximité et demande au gouvernement du Québec de respecter leurs compétences en aménagement du territoire, demande au gouvernement du Québec de confier au BAP un mandat d'enquête et d'audience publique portant sur l'état des lieux concernant la gestion des matières dangereuses résiduelles. En faveur? À l'unanimité. 6.6b. Donc, félicitations à Mme Sanford pour avoir remporté un premier Emmy Award. Donc, Mme Sanford, une résidente de Chelsea depuis plusieurs années, travaille dans le domaine artistique et culturel. Elle travaille aussi pour les enfants. Donc, des centaines d'heures d'histoire ont été diffusées dans le monde entier. Elle a reçu plusieurs distinctions et nominations pour son travail au fil des ans. Et un épisode de l'émission Sesame Street a permis à Mme Sanford de remporter son premier Emmy Award. Donc, puis elle avait même, lorsqu'elle avait été mise en nomination, c'était aussi dans le lowdown. Donc, Mme Sanford qui était sur le plateau là, pour la photo de Sesame Street. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Kimberly Chan, appuyé par Dominique Lévry, et résolu de féliciter Mme Sanford pour avoir remporté un premier Emmy dans la catégorie des meilleures écritures pour un programme préscolaire ou pour enfants en direct pour l'émission Can They Be Friends de l'émission Sesame Street du 15 mars dernier à Los Angeles lors de la cérémonie du 3e gala annuel des remises de prix Award pour enfants et la famille. Donc, questions, commentaires? En faveur? En faveur. Puis, c'est ça, mes félicitations là, à Mme Sanford. Là, il y avait une ajout. Donc, 6.6c. Donc, au niveau de l'ajout, c'est conservation du lot 2 635 776 au cadastre du Québec. Donc, attendu que l'entièreté du lot a une importance stratégique et cruciale pour les besoins futurs de la municipalité. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Kimberly Chan, appuyé par le conseiller Enrico Valente, et résolu que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, d'abroger la résolution numéro 314-21 et conserver le lot 2 635 775 dans le domaine public de la municipalité de Chelsea. Donc, c'est pour abroger une résolution. En faveur? À l'unanimité. Merci. 6.7a. Nomination de Mme Cécilia Eleanor Léon au poste de coordonnatrice du service de l'urbanisme et du développement durable. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Kimberly Chan, appuyé par le conseiller Christopher Blais, et résolu que, sur la recommandation de direction de l'urbanisme, des ressources humaines, Mme Cécilia Eleanor Léon soit embauchée à titre de coordonnatrice du service de l'urbanisme et du développement durable à compter du 24 mars 2025, rémunérée selon les grilles salariales des cadres pour une période d'essai de 6 mois. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 6.7b. Permanence de M. Jason Corrigan au poste de coordonnateur des infrastructures. Donc, M. Corrigan est au poste de coordonnateur des infrastructures depuis le 14 octobre 2024, selon l'évaluation de la direction du département, qui est favorable là, à la permanence de M. Corrigan.
En conséquence, il est proposé par le conseiller Enrico Valente, appuyé par le conseiller Sybelle Wilson, et résolu que M. Corrigan soit confirmé à titre d'employé permanent au poste de coordonnateur d'infrastructure et qu'il jouisse de tous les bénéfices consentis aux employés cadres de la municipalité en date du 14 avril 2025. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 6-7C. Donc, embauche de Mme Isabelle Saint-Laurent au poste d'adjointe à l'administration aux requêtes. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller, Christopher Blais et conseiller Dominique Labrie, est résolu que sur recommandation du directeur de Travaux publics, Infrastructures, Mobilité, ainsi que la responsable des ressources humaines, Mme Grenier, que Mme Isabelle Saint-Laurent soit embauchée à titre d'adjointe à l'administration aux requêtes à compter du 7 avril 2025 et rémunérée selon la grille salariale d'École Blanc avec une période de probation de 6 mois. Questions, commentaires en faveur? À l'unanimité. Et maintenant, l'ajout 6-7D. Donc, fin d'emploi de l'employé 508. Donc, attendu que l'employé numéro 508 n'est plus à l'emploi de la municipalité en date du 8 avril 2025. En conséquence, il est proposé par les conseillères Kimberly Chan, appuyé par le conseiller Christopher Blais, de prendre acte de la fin d'emploi de l'employé numéro 508. Excusez. Donc, en faveur? OK. À l'unanimité. Et merci à l'employé pour ses années de service à la municipalité. Maintenant, on passe à 7, au niveau des dérogations mineures. Donc, je vais passer la parole maintenant à la présidente du CCU. Oui, à 7.1A, c'est une demande de dérogation mineure pour une marge latérale pour l'aménagement d'un garage sur le 3 chemin Valley-View, attendu que le propriétaire, Zulo, a présenté une demande de dérogation mineure afin de permettre l'aménagement d'un garage et son allée de stationnement à 3,6 mètres de la ligne latérale de propriété plutôt qu'à 4,5 mètres tel que stipulé au règlement de zonage numéro 12-15-22, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a effectué une recommandation en conformité à la loi, attendu qu'un avis public fut donné le 19 mars 2025. En conséquence, il est proposé par le conseiller Christopher Blais, appuyé par la conseillère Sybelle Wilson, et est résolu que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution. OK, il y avait juste une... afin de permettre l'aménagement d'un garage et son allée de stationnement de la ligne latérale de propriété, conditionnel. Il y avait une condition dans la résolution, juste que tout espace remplacé ou endommagé par ces nouveaux travaux soit remis à l'état naturel à la fin des travaux. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Oui. Juste par rapport à la résolution précédente, là, donc je comprends que celle-ci, il va empiéter moins ou plus sur la marge latérale. C'est pas clair dans ma tête. Parce qu'on a, par rapport à la résolution d'il y a quelques mois, il pouvait empiéter sur la marge latérale, n'est-ce pas? Et là, c'est celle-ci qui donne le pouvoir d'empiéter sur la marge latérale. Oui. Ouais. On a déjà adopté une résolution, puis là, il a changé l'emplacement de son garage. Là, il demande pour une nouvelle dérogation mineure. Ouais. L'ancienne résolution, je ne suis pas exactement certaine c'était quoi l'empiètement dans la marge latérale, malheureusement. Mais là, ici, on parle de 90 cm. Autre question, commentaire? En faveur? Donc, 4 en faveur, contre, et conseiller Labrie est contre. Merci. 7.1b, c'est une autre demande de dérogation mineure, c'est la régularisation d'une marge arrière pour l'aménagement d'un garage au 4 chemin Cora Rose. Donc, il y a une demande qui a été faite pour l'aménagement d'un garage au 4 chemin Cora Rose.
Le propriétaire a présenté une demande de dérogation mineure afin de régulariser une marge arrière pour l'aménagement à 3,68 mètres de la limite de la propriété plutôt qu'à 4,5 mètres tel que stipulé au règlement de zonage. Attendu qu'une recommandation a été effectuée par le CCUDD, attendu qu'un avis public conformément à la LAO fut donné le 19 mars 2025. En conséquence, il est proposé par le conseiller Dominique Labrie et appuyé par le conseiller Enrico Valente et résolu que le préambule ci-haut soit partie intégrante de la présente résolution. Questions ou commentaires? En faveur? À l'unanimité. Merci. 7.1c. Merci, c'était moi. Oh non! On aurait pu le faire. On aurait pu le faire. Et merci pour le travail que vous faites. OK. Demande de dérogation mineure pour une marge latérale pour construire un agrandissement d'une cuisine aux 40 montées Juniper, attendu que le propriétaire de l'immeuble a présenté une demande de dérogation mineure afin de permettre des marges latérales de 3,94 et à 4,39 mètres de la limite de la propriété plutôt qu'à 4,5 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage, attendu que le CCUDD a effectué une recommandation en conformité avec la LAO, attendu qu'un avis public fut donné le 19 mars 2025. En conséquence, il est proposé par la conseillère Cybelle Wilson et appuyé par le conseiller Christopher Blais et résolu que le préambule ci-haut soit partie intégrante de la présente résolution. Questions, commentaires? Oui. Ben, c'est un peu comme la résolution, j'ai voté contre tout à l'heure, c'est toujours l'idée que, d'accord, pour régulariser des situations qui existent, qui ont été faites de bonne foi ou d'erreur, mais lorsqu'il s'agit de construire quelque chose de nouveau, puis qu'on peut le faire en respectant la réglementation, puis la note ne me donne pas de préjudice là, qui est valable là, pour appuyer ça, là, pour le citoyen. Fait que je suis toujours mal à l'aise, puis j'aimerais, pour tous ceux qui se conforment à nos règlements, je trouve ça toujours difficile de donner des dérogations mineures lorsqu'il est possible de se conformer. Merci, conseiller Laprie. Je vais rajouter aussi, là, puis encore une fois, c'est un raisonnement de processus. Je trouvais que dans l'autre cas, il y avait quand même des restrictions au niveau de la topologie. Tandis qu'ici, c'est vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas été capables de respecter. Pourquoi il y a eu un besoin pour un 0,5, c'est ça, non, 0,1 mètre, puis 1,5 mètre de ne pas suivre la régulation. Donc, en tout cas, moi, je ne comprends pas vraiment pourquoi ça a été fait dans ce cas-ci. L'autre cas, je le vois un petit peu plus, mais ici, la topographie le permet. Donc, merci, conseillère Wilson. D'autres commentaires, questions? Donc, just de mon côté, so I agree with what was said by the other two councillors in this case, and sitting as the president of the CCU, I don't find that there was a solid reason given that there was really a prejudice against the property owner at this time, and that there really is a possibility to do l'agrandissement. What is it? Extension. The extension, thank you. There's really the possibility of doing the extension within the setbacks. And so in this case, I'm also not in favor of what's being asked. I'll just ask for the je demande pour le vote. En faveur? Contre? Donc à l'unanimité. Merci. Là, on est rendu à des demandes de PIA. On est au 3 chemin Valley View, attendu que le propriétaire de l'immeuble, connu comme le 3 chemin Valley View, a présenté une demande d'approbation pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de permettre l'aménagement d'un garage, attendu que le bâtiment accessoire proposé respecte le style architectural du secteur ainsi que du bâtiment principal et s'intègre et s'harmonise à ceux-ci, attendu que le bâtiment accessoire proposé doit être conforme aux critères du PIA, attendu que le CCUDD a effectué une recommandation. En conséquence, il est proposé par le conseiller Blais et appuyé par le conseiller Valentin. Merci. Et résolu que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur ce dossier? Non. En faveur? 1, 2, non? OK. En faveur? Contre? Donc 4 en faveur et M. Laprie contre.
va être conséquent avec le 711. Oui, exactement, oui. OK. Donc, je pense que la dernière demande, oui, de mon côté, c'est une demande de projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, donc un PPCMOI, au 141 chemin de la Montagne. Attendu qu'une demande de PPCMOI a été déposée à la municipalité afin d'autoriser les usages mixtes et des kiosques de vente sur le lot connu comme le 141 chemin de la Montagne, puisque le règlement de zonage numéro 1215-22 ne permet pas actuellement la mixité d'usage et des kiosques de vente sur ce lot. Attendu que le demandeur demande également l'autorisation de tenir à l'extérieur sur son terrain les événements communautaires et socio-culturels de type C3-1 pour la communauté de Hollow-Glen, dont, à titre d'exemple, des fêtes communautaires, expositions et des fêtes de la France sans avoir à demander à chaque fois une approbation du conseil municipal, attendu que la demande est conforme au schéma d'aménagement de la MRC, attendu que la demande est conforme au plan d'urbanisme, attendu que le projet particulier de construction doit être conforme aux critères d'évaluation énoncés dans le règlement 1220-22, attendu que les dispositions pour lesquelles l'outil de projet particulier de construction est utilisé sont susceptibles d'approbation référendaire, attendu que le CCUDD a effectué une recommandation en conformité avec la loi, attendu qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 18 février 2025 sur les usages initiaux proposés, mais qu'une seconde assemblée publique de consultation sera tenue pour l'ajout des usages à mentionner ci-haut. En conséquence, il est proposé par la conseillère Cybelle Wilson et appuyé par le conseiller Enrico Valente. Donc, il y a des conditions qui ont été attachées à la résolution. Donc, que les événements soient limités à 50 participants, que le stationnement sur le chemin de la montagne en face de la propriété soit interdit, que les usages dont la tenue d'événements soient présentés au public pour commentaires dans le cadre d'une assemblée publique de consultation. Donc, il va y avoir une assemblée publique de consultation sur la demande de PPCMOI dans le prochain mois. En faveur? En commentaire. Oui, vas-y. Bien, je dirais simplement que je suis en faveur de l'envoyer en consultation, mais il faut voir, je vais surtout intéresser à voir des citoyens comment on peut limiter l'ampleur des projets, parce qu'à 50, avoir un maximum de 50 participants, c'est, pour un organisateur, c'est difficile à mesurer et à contrôler. Fait que, il sera intéressant de voir ce que la communauté en dit, puis on va assurons-nous de faire une bonne publicité pour cette assemblée. Merci pour ton commentaire. Puis juste peut-être pour ajouter, c'est exactement ça, la discussion au CCUDD. Le comité avait recommandé de l'envoyer, de dire oui à la résolution, à la demande, parce que c'était un projet communautaire, puis c'est vraiment à la communauté de se prononcer sur le projet qui est proposé dans la demande de PPCMOI. Donc, en faveur, à l'unanimité. Merci. Et je te redonne la parole, M. Lamar. Donc, adoption du règlement numéro 1337-25, règlement autorisant avec condition les camions cuisine sur les propriétés commerciales privées. Donc, on a eu un projet pilote qui s'est fait pendant 2 ans. Et le projet, dans le fond, est revenu maintenant pour être adopté. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Cybelle Wilson, appuyé par le conseiller Christopher Blais, et résolu que le règlement 1337-25, le règlement autorisant avec condition les camions cuisine sur les propriétés commerciales privées, soit par la présente adopté. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Merci. 75B, adoption du règlement numéro 1328-24, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1215-22, correction aux grilles de spécification mix CV6, mix 2 CV6, mix 2 CV1, précision pour les usages mixtes et pour les constructions en CI, pour les habitations jumelées ou contiguës. Dans le fond, le règlement de zonage 1215-22 est entré en vigueur le 29 novembre 2022.
La municipalité de Chelsea a adopté les règlements de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue de contrôler l'usage des terrains, des bâtiments ainsi que l'implantation de formes d'apparence. Certaines erreurs ont été constatées au gré des spécifications MIX 2 CV6 et MIX 2 CV1. Des précisions sont requises en ce qui concerne la mixité des usages. Des précisions sont requises concernant les constructions en saillie pour les habitations jumelées et contiguës. Puis les modifications proposées au règlement de zonage est conforme au plan d'urbanisme 1214-22 de la municipalité de Chelsea, au schéma d'aménagement de la MRC aussi. Le comité d'urbanisme et de développement durable a émis une recommandation lors de la rencontre en octobre 2024. L'avis de motion du présent règlement a été donné le 5 novembre 2024. La consultation publique s'est tenue le 2 décembre 2024. L'avis public a été publié annonçant la période d'enregistrement participé au référendum. Aucune demande valide n'a été reçue. Puis cette résolution abroge et remplace la résolution 78-25 adoptée le 11 mars 2025. En conséquence, il est proposé par le conseiller et la conseillère Kimberly Chan, appuyé par le conseiller Labrie, et résolu que le règlement 1328-24 maintient certaines dispositions du règlement de zonage 1215-22, soit par le présent adopté. Questions, commentaires? Oui, juste préciser, là, lorsque la nouvelle est sortie sur Pivot, là, il y a 2 semaines, les gens ont vu le commerce à nuisance important, et puis ça crée une petite commotion. C'est simplement le secteur la FAB pour donner des événements qui font depuis toujours, avant que ce soit la FAB de 250 personnes et moins, simplement pour régulariser ce qu'ils font déjà depuis tout le temps. Donc, il ne faut pas s'inquiéter avec le mot nuisance importante. C'est une salle de spectacle, puis on ne voudrait pas non plus qu'il arrive la même chose qui est arrivé à Montréal, puis qu'une salle de spectacle doit fermer à cause d'un nouveau voisin. Donc, parfait. Donc, en faveur? Merci. On a pris les appuyeurs. Ça, on a oublié. Parfait, merci. 7-6A, c'est déjà adopté. Donc, maintenant, 10A. Félicitations au récipiendaire de la médaille du couronnement Roi-Charles III. Donc, le 3 mars 2025, la Chambre des communes du Parlement, il y a eu une cérémonie pour attribuer la médaille du couronnement du roi Charles III, attendu que la députée de Pontiac, Kitikan Zibi, a eu l'honneur de remettre les médailles à 17 personnes exceptionnelles qui ont contribué de façon significative à leur communauté, dont 6 œuvrant sur le territoire de Chelsea. En conséquence, il est proposé par la conseillère Sibelle Wilson, appuyée par le conseiller, la conseillère Enrico Valente, et résolu de féliciter chaleureusement les personnes suivantes pour leur dévouement remarquable, leur contribution et leur service envers la communauté. Donc, il s'agit de Mme Roberta Walker, M. Sandy Foote, Mme Manuela Texera, M. Peter Bonneville, Mme Jennifer Warren Part, et ainsi que M. Charles Part. Donc, questions, commentaires? Ouais. En faveur? À l'unanimité. Donc, félicitations à ces 6 résidents pour leur médaille du couronnement du roi. Et merci aussi à la députée d'avoir choisi des résidents de Chelsea. Demande visant la tenue d'un événement temporaire, 12 chemin du Parc dans le district 6. Donc, attendu que la municipalité a reçu une demande d'autorisation d'événement, on apporte la résolution ce soir. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Kimberly Chan, appuyé par le conseiller Valente. Vous allez avoir mal au poignet à soir, là, à force de lever votre main. Mais, est résolu que le Conseil accepte la demande pour la tenue d'un événement temporaire au 12 chemin du Parc, tel que présenté au département des loisirs le 17 mai 2025 entre 11h et 17h. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 10C, demande d'appui financier par la chorale Castanchel de Chelsea. Donc, la chorale Castanchel de Chelsea a présenté une demande d'appui financier pour le Fonds des loisirs.
du sport, de la culture et de la vie communautaire pour un montant de 800 $ pour un concert le 3 mai 2025 à l'église Saint-Stephen qui va s'appeler The Rock and Roll. Donc, la demande a été analysée et présentée au comité des loisirs qui fait la recommandation au conseil. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère Wilson, appuyé par la conseillère Chan, et résolu que le conseil accepte la demande d'appui présentée par la chorale Castanchel de Chelsea pour un montant totalisant 800 $. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Démission du lieutenant Benoît Demers. Donc, attendu que le directeur de sécurité incendie, M. Etier, a reçu un courriel annonçant la démission du lieutenant Demers en date du 1er janvier 2025. M. Demers a évolué là, avec le département d'incendie, service de sécurité incendie, pendant 18 ans. Donc, on remercie M. Demers là, pour son travail, en appui à la sécurité de notre population. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère Wilson, appuyé par le conseiller Valenté, et résolu d'accepter la démission de M. Demers et le remercier pour son dévouement des 18 années passées au service de la communauté de Chelsea. Questions, commentaires? En faveur? Donc, à l'unanimité. Et vente de gré à gré de 2 véhicules du service de sécurité incendie. Donc, l'unité 532 au montant de 8 000 $. Le soumissionnaire, c'est Battle Shield Industries. Et l'unité 232, qui est quand même... les deux, c'est des camions de 1994 et 1996. Donc, au montant de 12 000 $ aussi à Battle Shield Industries. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère Sybelle Wilson et puis par Christopher Blais. Il est résolu que le conseil autorise les municipalités à procéder à la vente des 2 véhicules du service d'incendie au montant de 20 000 $, plus taxes applicables à la compagnie Battle Shield Industries Limited. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Et maintenant, la levée de la séance à 20h50. Donc, il est proposé par la conseillère, le conseiller Dominique Labrie, appuyé par le conseiller Christopher Blais. Il est résolu que la séance ordinaire soit levée à 20h50. En faveur? À l'unanimité. Merci. Merci.